Alors il y a un débat actuellement qui fait beaucoup parler, les gars. Tout ça, ça vient d'une seule stat. Ça vient de la fameuse stat d'Edouard Mendy, qui a tout simplement jamais encaissé de but dans une finale dans toute sa carrière, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Sur toute sa carrière, sur toutes les finales qu'il a jouées dans sa carrière, il a jamais encaissé un seul but. Et je suis obligé de commencer par une parenthèse, les frères. Une parenthèse en particulier. C'est comment tu peux être face à un gardien qui a jamais encaissé un seul but dans toutes les finales qu'il a pu jouer dans sa carrière. Le mec a fait des finales de Ligue des Champions, des finales de Cannes, il a fait toutes finales possibles et imaginables. Et toi, tu as un penalty contre ce gardien-là, à la dernière minute d'une finale de Cannes à domicile, et t'as pas trouvé d'autre manière possible et imaginable pour tirer ce penalty que tirer une Panenka. Vous savez très bien de qui je parle, j'ai même pas forcément cité son nom, les gars. Vous savez très bien de qui je parle. Quand j'ai appris ça, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est la première dinguerie à laquelle je me suis référé. Mais cette statistique a généré aussi un débat qui est intéressant, c'est, voilà de nouveau, ce fameux débat de qui est actuellement le meilleur gardien de l'histoire du football africain. Ce sera l'un des sujets de débat qu'on aura ce soir en live sur Kick, ça sera, je pense, un sujet de débat qui sera intéressant. Le lien de ma chaîne Kick est dans la description, les frères, pour ceux qui veulent venir ce soir débattre là-dessus. Moi, je pense qu'aujourd'hui, t'as 5 gardiens qui sont clairement au-dessus du lot. 5 gardiens que je suis obligé de citer, les frères. Je vais commencer par la 5e place avec un gardien qui n'est pas forcément connu, qui est peut-être le moins connu de cette liste, mais qui est un gardien quand même légendaire. Pas forcément par rapport à son palmarès, pas forcément par rapport à ce qu'il a pu réaliser en club, etc., mais par rapport à une déclaration. Par rapport au fait que ce gardien-là, et c'est tout simplement Thomas Nkono, qui a servi de modèle, d'idole et d'exemple à Gianluigi Buffon, qui est bien sûr l'un des meilleurs gardiens de l'histoire de ce sport. C'est rien que pour ça, je suis obligé de le mettre à cette 5e place. Alors, je vais pas vous mentir, les gars, je vais être très honnête avec vous. J'ai jamais vu ce gardien jouer réellement, les frères. C'est le seul gardien d'ailleurs que je vous cite dans cette vidéo que j'ai jamais réellement vu jouer. Mais t'es obligé de le citer. T'es obligé de le citer. Alors, voilà, il n'a pas un palmarès qui est extraordinaire. Une seule canne à son actif. Pas de gros trophées majeurs, si ce n'est des Ligues des Champions africaines et des championnats boliviens. Voilà, c'est pas ouf du tout. Mais à partir du moment où tu as le meilleur gardien de l'histoire, ou l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du football, le meilleur gardien italien de l'histoire aussi, qui te dit que il lui a servi de modèle. Ah, désolé les gars, mais je suis obligé de faire confiance à Gianluigi Buffon. Surtout qu'il y a une caractéristique qui est intéressante par rapport à ce gardien, c'est que il est très petit, les frères. 1m83, les gars. Bon, très petit, bon, c'est sûr que par rapport à moi je le regarderais comme ça, c'est sûr et certain. Mais, pour un gardien, désolé les gars, mais c'est presque je vais pas dire le terme, mais c'est presque une personne de petite taille. Je sais pas si on réalise, les gars. C'est très petit pour un gardien, les gars. Déjà rien que 1m85, c'est très limite. Pour un gardien, 1m87, c'est vraiment exceptionnel. Mais 1m83, franchement, c'est complètement fou. Je pense que le plus petit gardien dans cette vidéo, juste après, c'est celui qui va arriver juste après, il est sur plus ou moins, si je dis pas de bêtises, il est sur 1m88. C'est pour vous dire, les gars, c'est pour vous dire. Mais bon, je pense que clairement, comme je vous dis, les gars, il mérite clairement pour moi cette place dans ce top 5. Après, on va aller bien sûr sur des gardiens beaucoup plus récents. Et je vais être obligé de citer peut-être une légende aussi, africaine. Et je pense qu'il y en a qui vont être surpris que je le mette aussi bas dans ce classement. Et c'est tout simplement El Hadari. El Hadari que je respecte énormément. El Hadari qui était obligé de respecter parce que, par rapport à la longévité de sa carrière, la manière avec laquelle il s'est imposé en Afrique, je pense que c'est clairement, bien sûr, le meilleur gardien de l'histoire de la CAN. Ça, c'est réel. C'est le meilleur gardien de l'histoire du football local en Afrique. Ça, c'est réel aussi. Et ce qui fait qu'il est aussi bas dans ce classement, que je le mets à la 4e place, ce qui est très très bas, c'est que, hors Afrique, il a rien prouvé. Il est là le problème, les gars. Il est là le problème. Il a joué qu'une seule Coupe du Monde dans sa carrière, ce qui est très léger. Dans la seule Coupe du Monde qu'il a joué dans sa carrière, il n'a rien fait d'extraordinaire, à l'image de son pays en général. En club, il s'est jamais exporté en Europe. Alors je vais pas vous dire que l'Europe
Enfin si en fait, ouais, bien sûr que l'Europe est clairement la référence du football de club actuellement. Ça c'est réel. Je pense que ça le sera toujours d'ailleurs. L'Europe sera toujours la référence du football de club, ça c'est une réalité les frères, ça c'est clair et net. Même certains joueurs aujourd'hui, sud-américains, brésiliens, etc., aujourd'hui, ne peuvent pas être réellement pris au sérieux s'ils vont pas s'exporter en Europe. Sauf par le biais de la Coupe du Monde, comme l'exemple de Pelé par exemple, qui ne s'est jamais illustré en Europe. Pelé a la Coupe du Monde à son actif. Il a 3 Coupes du Monde, si je ne dis pas de bêtises, à son actif. Bien sûr que ça suffit pour être considéré comme une légende du football mondial. Mais donc voilà, c'est ce qui fait que, voilà, le fait, il a ni joué de Coupe du Monde, en tout cas, il a ni joué, ni fait de grands exploits en Coupe du Monde. Il a joué qu'une seule Coupe du Monde. Et il s'est pas imposé. En Europe, pour moi, c'est trop léger pour le considérer comme, pour le mettre dans le top 3 des meilleurs gardiens de l'histoire du football africain. Et quand je vous parle de ce top 3, là, c'est de la qualité, les gars. Là, c'est de la qualité. Sur ce top 3, c'est là où ça va commencer à faire débat. C'est là où ça va commencer à être très, très discutable. Et c'est là où je pense qu'il y en a qui vont être fâchés, qui vont pas être contents du tout. Et à la 3e place, les frères, je vais mettre Mbolé. Et franchement, pour le coup, j'ai envie de vous dire presque à contre-cœur, parce que c'est un gardien qui a fait des choses exceptionnelles. C'est un gardien qui a fait des choses extraordinaires. C'est un gardien qui a été très très fort. Et qui, pour le coup, a fait une Coupe du Monde extraordinaire en 2014. Il t'a gagné une CAN. Donc voilà, aujourd'hui, il t'a quasiment tout fait. Il lui manque une chose. Il n'a pas de carrière en club, les gars. Il n'a pas de carrière en club. Sa carrière en club, elle est trop basse, trop faible pour être considéré comme le meilleur gardien africain de l'histoire. C'est vraiment son seul problème, parce que là, aujourd'hui, il gagne une CAN, une Coupe arabe, il te fait un quart de finale un huitième de finale de Coupe du Monde, un huitième de finale de Coupe du Monde où sa prestation est exceptionnelle, malgré le fait que son équipe a perdu ce match, il te fait une prestation extraordinaire. La CAN qu'il gagne, il a pu être aussi un artisan majeur de cette fameuse CAN. Avec cette séance de tir au but contre la Côte d'Ivoire qui est légendaire. Mais les autres gardiens qui sont au-dessus sont pour moi beaucoup plus ils sont beaucoup plus accomplis dans leur carrière en fait, de manière générale, en club, en sélection, en CAN, en Coupe du Monde, etc. Et d'ailleurs, sur les deux autres, sur les deux derniers gardiens que je vais vous citer, franchement, j'ai vraiment du mal à les départager. Pour moi, les deux, je les mets à la même table, je les mets vraiment quasiment au même niveau, et je pense qu'on n'aura pas fini de débattre par rapport à ça. Parce que je pense que cette Coupe du Monde va trancher pour ces deux gardiens qui sont pour le coup encore en activité avec leurs sélections respectives. Je parle, bien sûr, je pense que vous l'avez compris, de Yacine Bono et de Edouard Mendy, les gars. Alors je vais trancher, bien sûr, je vais trancher pour ces deux gardiens qui sont extraordinaire, et juste quelque chose qui est anecdotique, mais que j'ai pas fait exprès. J'ai d'abord fait cette liste, ce top 5 de ces 5 gardiens. Et en faisant ce top 5, en faisant des petites recherches, en regardant un petit peu, etc., je me suis rendu compte que, sans même le faire exprès, que c'est même progressif au niveau de la taille du gardien. J'ai commencé avec Nkono, 1m83, ensuite El Hadari, 1m88, ensuite Mbolhi, 1m90, et on part sur Edouard Mendy et Yacine Bono, qui sont respectivement à 1m94 et 1m95. Alors, ce qui est encore plus paradoxal, c'est que vraiment de très peu, je mettrais Bono au-dessus. Alors, je vais m'expliquer et je vais argumenter, les gars. Et c'est là où je vous dis, les frères, je pense que ce soir, le live sera très animé par rapport à ça, parce que je peux comprendre ceux qui vont mettre Edouard Mendy. Edouard Mendy qui a la Ligue des Champions. Edouard Mendy qui a la Ligue des Champions, qui a gagné une CAN ou 2 CAN. C'est pas le débat, les gars. C'est pas le débat. Il a gagné une CAN déjà en 2021. Ça, personne pourra dire le contraire. Il te fait une autre finale de CAN, où pour le coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que au-delà au final du résultat
du résultat de cette CAN, de qui est champion, qui est pas champion. Je vous dis les gars, bon, actuellement, administrativement parlant, le Maroc est champion en titre. Mais encore une fois, c'est une décision qui, je sais pas, elle sera définitive ou pas du côté de la décision du TAS, etc. Donc, je vais même pas rentrer dans ça. Parce que c'est pas le débat, parce que sur cette finale où ils se sont affrontés, les deux ont été extraordinaires. Les deux ont été exceptionnels. Les deux ont fait une grosse CAN. Alors, vous allez me dire, Bono a encaissé un but. Mais d'un autre côté, je vais vous dire, les gars, que Edouard Mendy en a encaissé 3. Non, putain, je rigole. C'était une blague. Plus sérieusement, Bono a encaissé un but, mais paradoxalement, dans cette finale, Bono a fait beaucoup plus d'arrêts. La finale de Bono, paradoxalement, même si Edouard Mendy arrête un penalty, et ça c'est exceptionnel, même si on peut discuter aussi de la manière avec laquelle le penalty a été tiré, mais il faut quand même valoriser aussi l'arrêt d'Edouard Mendy, qui pour le coup vraiment, voilà, fallait être lucide, fallait le faire cet arrêt. Faut pas minimiser du tout, et je vais pas le faire du tout. Mais en termes d'arrêt, dans cette finale, en fait, ce qui fait que ce débat aujourd'hui peut avoir lieu, ce qui fait qu'aujourd'hui, la question, elle peut être remise sur le tapis, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, tout simplement, que là, le Maroc est champion en titre, en fait, tout simplement, c'est grâce à Yacine Bono. C'est grâce à Yacine Bono, les gars. Parce que, sans Yacine Bono, les Sénégalais ne sortent pas du terrain. Les Sénégalais ne sortent pas du terrain parce que je pense que ça peut être 2-0 déjà à la mi-temps, en fait, tout simplement. C'est ça qui est à prendre en compte. Là où Edouard Mendy, en vrai, en dehors de ce penalty, sur quasiment toutes les occasions marocaines, c'est surtout des ratés marocains qui n'ont pas été cadrés, des tirs qui n'ont pas été cadrés, plutôt que des arrêts d'Edouard Mendy. Et ça, c'est à prendre en compte pour le coup. Mais Bono, la manière avec laquelle il te sauve, la manière avec laquelle il te tient en vie sur tout le match, et je pense aussi ce qui a joué dans le mental des Sénégalais par rapport à ça, même si, bon, ils ont contesté aussi l'arbitrage, ok, pas de problème, mais je pense que, voilà, d'une certaine manière aussi, je pense que ça a énormément joué. Je vous dis, à la mi-temps, si c'est 2-0, 3-0, c'est pas choquant. La tête de Pape Gueye, dès les 5 premières minutes, l'occasion de Iliman Ndiaye, voilà, toutes ces occasions-là, je vous dis, c'est cette finale que fait Bono, déjà, objectivement, elle est extraordinaire, les frères. Cette finale que fait Bono, elle est exceptionnelle. Mais, voilà, il n'y a pas que ça. Bien sûr qu'il n'y a pas que ça. Et à la finale, cette finale de Ligue des Champions, parce que c'est ce qui... c'est de Ligue des Champions, de Coupe d'Afrique des Nations, pardon, c'est ce qui lui manquait, en fait, dans cette carrière. Un grand exploit, un grand parcours en CAN. Pour moi, c'est ce qui lui manquait pour être considéré comme le meilleur gardien africain. Parce que là, Bono, en club, il a deux Europa League. Bon, c'est pas une Ligue des Champions, c'est pas la Ligue des Champions d'Edouard Mendy, ça faut le dire, les gars. C'est pour ça que je vous dis, le débat est très, très serré. Ça peut se discuter. Mais bref, il a 2 Europa League. Il a été élu meilleur gardien de Liga à une époque où tu as un Ter Stegen Prime, où tu as Oblak Prime, où tu as Thibaut Courtois Prime. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais surtout, bien sûr, en dehors de tout ça, ce qui fait que Bono se départage et se démarque de tout ça, c'est ça, clairement, sa demi-finale de Coupe du Monde. Sa séance de tir au but contre l'Espagne, son match contre le Portugal. Ça, les gars, aucun Africain de l'histoire l'a fait. Alors, à la limite, s'il n'y avait que ça, et que s'il avait jamais fait de finale de CAN, ou gagné une CAN, ou fait ce parcours qu'il a pu faire dans cette CAN 2025, ça aurait pas peut-être été suffisant pour le considérer comme le meilleur gardien africain de l'histoire. Ça, c'est réel. Mais là, je vous dis, avec le parcours qu'il fait dans cette CAN, en dehors de cette finale, parce que j'ai beaucoup parlé de la finale, mais c'est lui qui te qualifie en finale, parce que c'est là où franchement, j'ai vraiment un problème avec ceux qui te disent littéralement, c'est Brahim Diaz qui t'emmène en finale. Je suis pas d'accord. C'est Yacine Bono qui t'emmène en finale. La séance de tir au but de Yacine Bono contre le Nigeria en demi-finale, légendaire, extraordinaire, exceptionnel. Dans un match où, offensivement, le Maroc n'a pas proposé grand-chose. En fait, c'est très simple. Le plan de jeu dans ce match, c'était vraiment une équipe du Maroc qui a contrecarré le Nigeria, l'aspect offensif du Nigeria, qui a neutralisé le Nigeria pour aller au tir au but, aller au 0-0, au tir au but, avec un Bono qui t'a fait une séance de tir au but
magistral, les gars. Magistral. Et c'est ce qui fait que pour moi, les gars, voilà. Après, je vous le dis, les gars, c'est pas figé dans le marbre. C'est loin d'être figé dans le marbre. Il y a une Coupe du Monde qui va arriver. Si Edouard Mendy te fait une grosse Coupe du Monde, on verra. Hein. C'est ce qui est possible. Hein. C'est ce qui lui manque. Hein. Pour le coup, Edouard Mendy, s'il te fait une grosse Coupe du Monde, le débat, il pourrait être remis sur le tapis. Ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Dites-moi ce que vous en pensez, les frères, en commentaire. Je vous dis, les gars, on aura l'occasion de débattre là-dessus ce soir sur Kick, comme je vous dis, dans un live qui sera sûrement très, très animé. On se dit à ce soir, les frérots. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.